Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bienvenue au webinaire Mieux dormir avec le Dr Charles Samuels. Vos hôtes pour cette session sont Hydrocéphalie Canada et l'Association de Spina, Bifida et Hydrocéphalie du Québec. Mon nom est Shauna Baudouin, directrice des programmes et de l'information Hydrocéphalie Canada. Je serai la modératrice de la séance de ce soir. On parlera des troubles du sommeil, de la compréhension des étapes du sommeil et des conseils pour se rendormir et beaucoup d'autres thèmes. Notre conférencier ce soir, c'est le Dr Charles Samuels. C'est un médecin spécialiste du sommeil dont les principaux intérêts se portent sur la compréhension de la prévalence et des effets des troubles du sommeil dans des populations spécifiques. Il est directeur médical du Center for Sleep and Human Performance à Calgary et diplômé de l'American Board of Sleep Medicine. Le Dr Samuels est vice-président du Collège des médecins et il est également président du comité des directives de pratique clinique de l'Alberta Medical Association. Il est également professeur adjoint de médecine clinique et professeur auxiliaire à la faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary. C'est un conférencier expert dans des domaines des troubles du sommeil et conséquences du travail par roulement sur la santé, en raison de son travail dans le cadre de l'initiative de recherche sur la santé et performance humaine du service de police de Calgary, un projet de recherche de 10 ans. Pardon. Donc, on est très heureux d'avoir le Dr Samuels parmi nous ce soir et vient juste de mentionner certaines des questions dont il va parler ce soir. Donc, une des questions, c'est je dois prendre des médicaments pour dormir, avant de dormir le soir. Est-ce que ça peut contribuer à mes problèmes de santé? Ensuite, une autre question, j'ai pris l'habitude de dormir avec la radio allumée. Comment est-ce que je peux arrêter cette habitude d'avoir besoin d'un bruit blanc? Et puis, autre question, la douleur interrompt le sommeil. J'ai besoin de conseils pour gérer ça. Alors, c'est certaines des questions auxquelles on va essayer de répondre pendant ce webinaire et on accueille maintenant le Dr Samuels. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invité parmi vous ce soir. Alors, je vais commencer. Je vais donc commencer par faire ce que je suis obligée de faire en tant que professeur universitaire, c'est de parler des conflits d'intérêts. Donc, je n'ai aucune divulgation ou conflit d'intérêts à énoncer pour la présentation de ce soir. Alors, ce que vous m'avez demandé de couvrir sont les points suivants, donc les différentes étapes du sommeil. Alors, je pourrais répondre aux questions, bien sûr, mais on va parler vraiment de la santé du sommeil, en fait, dans le contexte de la science du sommeil. Et c'est de ça que je vais parler, puis les stratégies d'apprentissage pour naviguer, disons, dans le sommeil et gérer la douleur pendant le sommeil, ce qui est une problématique très commune dans la population qui nous intéresse ce soir. Et puis, prendre conscience de l'apnée du sommeil aussi, ça, c'est quelque chose qui a été soulevé à plusieurs reprises. Et puis, également, quelques conseils pour améliorer votre sommeil par vous-même et voir comment est-ce qu'on le fait également dans des situations contrôlées, c'est-à-dire dans des centres de suivi du sommeil, de contrôle du sommeil. Alors, la science du sommeil et la santé du sommeil sont vraiment les éléments principaux dont on va parler ce soir, parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment quelle est l'importance du sommeil. Et la plupart des gens ne respectent pas vraiment l'importance du sommeil. Alors maintenant, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que le sommeil est un élément central pour la résilience, la reprise, la récupération de l'être humain. Et donc, nos activités physiques, notre diète et notre santé mentale, émotionnelle peuvent être optimisées avec un bon sommeil. Donc, si on réduit le sommeil, on l'interrompt ou on le perturbe, ça peut affecter toutes les autres choses, tous les autres éléments qui contribuent à notre équilibre de santé. Donc, même si on suit une diète et notre objectif est de perdre de la santé, du poids, par exemple, si on n'a pas un bon sommeil, on va pas atteindre notre objectif comme on voudrait. Alors,
C'est important de comprendre que le sommeil est vraiment critique pour améliorer notre santé de façon globale. Et c'est un nouveau concept en termes relatifs pour ce qui est des approches médicales à la santé globale humaine, indépendamment du fait que vous ayez une condition médicale ou pas. Donc, le sommeil est équivalent à une récupération physiologique. Donc, c'est essentiel pour la récupération. Donc, sur le plan métabolique, l'énergie est utilisée pendant l'état de sommeil de façon à ne pas gagner du poids, par exemple. Ou bien, des sources d'inflammation sont également gérées pendant le sommeil. Et également, notre fonction immunitaire fonctionne et récupère pendant le sommeil. Et puis, ça facilite la récupération physique dans le sens, par exemple, la récupération et réparation des tissus. Alors, quand on n'a pas suffisamment de sommeil, l'expérience de la douleur, par exemple, est plus intense. Alors, une des façons de gérer la douleur, c'est justement d'avoir suffisamment de sommeil et un sommeil de qualité. Du point de vue cognitif aussi, notre mémoire est affectée par la quantité de sommeil que l'on a. Que notre sommeil soit récupérateur et puis surtout aussi qu'on dorme au bon moment, aux bonnes heures, à la bonne période. Donc, les trois choses essentielles que je dis aux gens, c'est que d'abord, pour savoir quelle est la santé du sommeil, il faut savoir quelle est la quantité de sommeil dont on a besoin et puis le timing, le moment. Quand ça vous convient le mieux de dormir. Quand disons, vous êtes dans la norme, vous allez vous coucher vers 11 heures et vous réveiller à 7 heures, par exemple. Et des gens, par exemple, s'endorment plus tard, vers 1 heure du matin et ils tendent à se sentir mieux pour se lever entre 9 et 10 heures, sûrement pas 7 heures du matin, par exemple. Et donc, ça, c'est comme une phase de sommeil décalée. Et en vieillissant, on tend à vouloir se coucher plus tôt et à se lever plus tôt. Donc, ça, c'est des concepts vraiment généraux. Donc, il faut que vous dormiez quand c'est le meilleur moment pour vous et gardez une routine de façon à ce que votre cerveau soit stable. Et donc, c'est ça le problème de beaucoup de gens. La qualité du sommeil, c'est veiller à ce que votre sommeil soit réparateur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui dormait 8 heures par nuit, mais que vous êtes fatigué quand vous vous réveillez chaque jour, ce n'est pas une bonne qualité de sommeil et il faudrait soigner ça. Les 2 troubles du sommeil plus communs sûrement dans votre population d'individus, ce serait l'insomnie et l'apnée du sommeil obstructive. Il y en a d'autres, mais je vais parler de ces deux-là car ils sont plus communs. L'insomnie, c'est la difficulté de s'endormir ou de rester endormi ou les deux. Et la façon dont ça se présente comme syndrome, c'est avec donc une difficulté de s'endormir ou de rester endormi avec des conséquences durant le jour qui affectent comment on sent notre performance. Donc ça, ce serait le symptôme d'insomnie et on appelle ça significatif du point de vue clinique et vous avez besoin de l'assistance d'un professionnel de la soin de santé. Si vous allez à la pharmacie, vous achetez des médicaments, nous croyons que ce n'est pas la meilleure approche. Ce serait mieux d'aller voir un professionnel pour discuter, pour trouver la bonne approche. On n'encourage pas l'utilisation de médicaments sans une évaluation, un diagnostic. Les symptômes de l'insomnie sont plus prévalents encore. Des personnes qui se plaignent de ces symptômes, mais qui n'ont pas de conséquences durant le jour. Donc, nous, on ne considère pas que c'est significatif du point de vue clinique. Mais cette personne a sûrement besoin d'amélioration de ses comportements en lien au sommeil, mais ça n'affecte pas sa performance durant le jour. Les conséquences pour les personnes qui ont ce trouble de façon significative clinique, les symptômes seraient
l'irritabilité, des troubles de la concentration, de la mémoire, de la fatigue, des changements de comportement. Ils sont donc irritables, hyper alertes, hyper excités. C'est un état physique d'être hyper alerte ou parfois anxieux et on ne peut pas se calmer l'esprit, le cerveau. Il y a des changements d'appétit. Ça peut être un appétit plus accru où on veut plus d'aliments denses en calories ou une perte d'appétit. Ça peut aller dans les deux directions. Les signes de l'insomnie, donc un tempérament vif avec la famille. Parfois, on voit des patients qui disent que je ne suis plus patient avec mes enfants à la fin de la journée, que je suis trop fatiguée. Manque de concentration, d'attention, au travail, manque d'énergie, de motivation. On ne veut pas aller prendre une marche avec le chien à la fin de la journée, par exemple, l'humeur agitée, fragile. Et la description classique d'un insomniaque, ce serait quelqu'un fatigué, mais tendu et nerveux, donc agité, hyper excité. Et des conséquences négatives pour l'appétit seraient un appétit pour des aliments à forte densité calorique, donc avec beaucoup de gras et de glucides. Le diagnostic pour ce syndrome et sa prévalence donc, est de 6 à 10 de la population. On a fait de la recherche à l'Université Laval par un chercheur reconnu mondialement. C'est important parce que ce 6 à 10 représente ceux qui doivent vraiment voir un médecin. Mais il y a une prévalence de 30 à 50 de la population selon des sondages de Statistique Canada. Mais pour celle qui est significative sur le plan clinique, ce serait 3 fois et plus par semaine. Mais même chose pour ceux qui ont juste les symptômes, mais c'est significatif sur le plan clinique quand c'est associé à une comorbidité médicale ou psychiatrique, donc d'autres conditions. Alors, quand on a de l'insomnie avec des conséquences diurnes, quand on dort moins durant la nuit, il y a un plus grand risque de maladie cardiaque, de diabète et plus de risques de maladies psychiatriques ou d'en développer comme résultat de cette insomnie chronique. Donc, c'est important. Ça doit être diagnostiqué et traité par des professionnels de la santé. Si vous avez seulement des symptômes, ça devrait se résoudre sans intervention. Vous avez simplement besoin d'être rassuré et des discussions sur l'hygiène du sommeil. Donc, ce serait votre environnement de sommeil. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous faites attention de réduire votre consommation de caféine? Est-ce que vous évitez de fumer à la fin de la journée parce que la nicotine est un stimulant du cortex du cerveau et peut affecter le sommeil de façon significative? Pour la pathophysiologie, c'est un état d'hyperexcitation physiologique. Dans nos études, on voit qu'il y a une augmentation de la température corporelle centrale, une fréquence cardiaque élevée, une perturbation de la régulation du sommeil et de l'éveil. Et on peut voir quand dans le laboratoire, quand on étudie les personnes, il y a une excitation avec l'électroencéphalogramme. La personnalité, certains traits de personnalité prédisposent les personnes à avoir de l'insomnie. J'ai un patient dans la soixantaine qui disait que sa mère prenait du Valium dans les années 70 en raison de symptômes d'insomnie qui étaient semblables aux siens. Donc, l'humeur, l'anxiété, la douleur, des conditions médicales comme l'hydrocéphalie et d'autres conditions neurologiques peuvent affecter le sommeil, ainsi que des troubles de sommeil comorbides. Donc, et bien sûr, l'apnée du sommeil obstructive
Et pour un patient qui a de l'insomnie, ça peut bien sûr affecter l'insomnie encore plus. Les facteurs psychologiques qui prédisposent les personnes, donc ce seraient les traits de personnalité, par exemple des personnes avec une personnalité de type A. Et est-ce que génétiquement, vous êtes prédisposé? On sait qu'il y a une prédisposition génétique à l'insomnie. Il peut y avoir un événement précipitant comme du stress, perdant la famille, un accident de voiture. Et on développerait donc des comportements qui se perpétuent, comme quand on a de l'insomnie, on est fatigué durant le jour, la tendance, ce serait d'augmenter sa consommation de café, ce qui empire les problèmes de sommeil. Ensuite, il peut y avoir des problèmes de cognition, donc donc une peur de ne pas pouvoir dormir, ce qui en soi empire l'insomnie. Les conséquences de l'insomnie sur la santé, comme j'ai dit, donc si on dort peu, si on dort donc moins de 6 heures par nuit, on est à risque plus élevé d'avoir de l'hypertension, des maladies cardiaques, un mauvais contrôle du poids, un dérèglement du métabolisme. On est plus à risque d'avoir des blessures et on est plus à risque d'avoir un handicap en raison du travail. Des conséquences psychologiques, psychiatriques, ce serait irritabilité, détresse, une concentration réduite, une mémoire altérée, fatigue, anxiété et dépression. Donc, les options de traitement pour l'insomnie sont claires. Il y a de la bonne recherche qui soutient les traitements possibles. Je ne vais pas lire tout ça en détail, mais notre traitement central, c'est une thérapie comportementale, donc la TCC. Ici, on a des spécialistes qui voient des patients toute la journée. C'est un segment très occupé de notre pratique. Les personnes sont formées en plusieurs techniques de cognitivo-comportementales. Je vais vous donner des astuces que vous pouvez utiliser par vous-même. Donc, nous avons aussi des professionnels qui suivent des patients de 6 à 9 mois pour essayer de contrôler leur insomnie sans médicaments. Donc, les médicaments doivent être utilisés en même temps que cette thérapie cognitivo-comportementale. Si les personnes ont des problèmes à s'endormir, le meilleur traitement, c'est une restriction du temps de sommeil. La plupart des patients restent au lit plus longtemps de ce dont ils ont besoin. Donc, on demande aux gens de se coucher plus tard et de se lever plus tôt au lieu qu'ils ne fassent que rester au lit à essayer de s'endormir. Il y a plusieurs applications en ligne pour soutenir le sommeil. Je vous les donne toutes sur ces diapositives qui, je crois, vont être partagées avec vous. Et il faut savoir qu'il y a des avantages et des désavantages. Donc, la population à laquelle je parle aujourd'hui, avec vous, ma tendance serait si vous avez des difficultés de sommeil, il faudrait vraiment parler à votre médecin. Vous pouvez essayer certaines des astuces que je vais vous donner, mais si ça ne fonctionne pas, soyez pas découragés parce qu'il y a plusieurs approches. Mais ces outils en ligne, leurs bénéfices sont un peu marginaux et voici les raisons pourquoi. Il y a donc des inconvénients parce qu'il y a un manque d'adhésion qui est assez élevé par les patients. Les conseils sont trop généraux. Il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de travail un à un ou en groupe. Un travail avec un thérapeute, ça fait vraiment une différence significative. Il peut y avoir des problèmes techniques comme on a eu aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des préoccupations pour la vie privée.
Donc, les patients doivent être informés de ça et savoir s'ils veulent prendre les risques. Les avantages c'est que c'est accessible. Les algorithmes qu'ils utilisent sont très avancés pour aider les patients. Parfois, il y a du soutien avec des infirmières, des professionnels, mais le prix de l'appli va être plus cher par rapport selon les services qui sont offerts. Donc, et ça utilise des approches créatives pour arriver aux objectifs. Rapidement, ici, un des programmes qu'on a utilisé beaucoup, qui n'est malheureusement plus disponible, c'est Sleepio. Vous pouvez essayer de le trouver, mais je crois que ce n'est plus disponible pour le public. C'est utilisé par des compagnies d'assurance. Il y a ici d'autres services. CBTI, un atelier de 8 heures. Il y a David Gartner de l'Université Dalhousie qui a créé un très bon programme qui est disponible en ligne et je crois que c'est gratuit. Et il y a un guide sur les somnifères qui est très utile. Celui-ci, je le recommanderais. Les autres sont différents. Dr. Judith Davidson est très fiable comme clinicienne au Canada. Elle a écrit un livre qu'on recommande. Et alors, les choses sur lesquelles elle travaille sont sûrement très efficaces. Dr. Greg Jacobs est de Harvard. Il est là depuis très, très longtemps. Ces programmes sont très bien testés et efficaces. C'est juste quelques ressources que je vous partage. Mais je vous conseille vraiment Thinking to Sleep parce que c'est vraiment une excellente ressource qu'on utilise aussi de notre côté. Donc, ce sont des ressources vraiment très fiables qui peuvent vous aider, vous outiller si vous ne voulez pas consulter un professionnel. Maintenant, l'apnée du sommeil et les troubles respiratoires du sommeil, c'est un problème, une problématique assez complexe. Et ça l'est encore plus chez des patients qui ont des troubles neurologiques. Alors, je vais vous donner un simple aperçu, mais essentiellement, c'est associé au ronflement, à l'arrêt respiratoire au milieu de la nuit, donc l'apnée, et puis généralement un réveil avec étouffement ou halètement. Puis, on transpire beaucoup aussi la nuit. On va souvent aux toilettes pendant la nuit. Et puis, mais le symptôme principal, c'est vraiment le fait qu'on se réveille avec des palpitations et tachycardie. Les patients qui se trouvent dans cette situation, qui ont une apnée obstructive du sommeil, ils vont vous dire qu'ils ont pas de mal à tomber endormis, mais ils ont du mal à rester endormis. Donc, en d'autres mots, ils ont des difficultés à rester éveillés pendant la journée, au point que ça peut être un danger pour conduire et c'est très sérieux. Et puis également, leur capacité de concentration est affectée et ils ont des troubles de concentration et de mémoire, ils sont plus irritables et plus à risque de dépression. Donc, ce qu'on conseille, c'est de faire des tests. Maintenant, dépendamment d'où vous êtes dans le pays, la disponibilité des tests est très variable. Donc, ce n'est pas du tout uniforme partout au Canada. Et en d'autres mots, si vous êtes un patient qui a des difficultés, des problèmes, des troubles cardiaques, vous pouvez être référé un peu partout dans les provinces. Mais quand il s'agit des problèmes, des troubles du sommeil, c'est très variable. Alors, les tests sont très disponibles dans certaines provinces et beaucoup moins dans d'autres. Par exemple, en Ontario, il n'y a pas de test niveau 3 complet à domicile.
il faut que vous vous rendiez au laboratoire du sommeil, mais c'est beaucoup plus long et complexe. En Alberta, il y a beaucoup de laboratoires, mais ils sont contrôlés par des compagnies qui ont des intérêts à vous vendre des CPAP et autres appareils. Donc, chaque province est vraiment différente en ce qui est de la disponibilité. Donc, il faut que ça dépende de votre médecin de famille vous dépendez de votre médecin de famille qui devrait vous aider à prendre la décision. Mais le test, c'est nécessaire pour déterminer si vous avez de l'apnée du sommeil, si elle est sérieuse et si vous devez être traité avec un CPAP ou d'autres thérapies. Alors, pour les tests du sommeil à domicile, il faut que vous sachiez qu'il y a quand même des limites à l'utilité de cette technologie, donc qui est restreinte et qui n'est vraiment pas comparable à un laboratoire du sommeil, mais elle est au moins les plus accessibles dans la plupart des provinces. Donc, si vous avez une histoire médicale compliquée, le test à domicile, c'est vraiment pas l'option. Il faudrait que vous consultiez un spécialiste du sommeil et que vous alliez vous faire évaluer dans un laboratoire du sommeil. Donc, le test du sommeil à domicile, c'est adapté pour des patients qui n'ont pas d'autres troubles ou d'autres désordres du sommeil, parce que le test du sommeil à domicile est très limité dans sa capacité de détecter l'apnée du sommeil, notamment chez les patients qui ont d'autres complications en santé. Donc, pour les thérapies, vous avez la plus commune, c'est la thérapie par pression positive, le CPAP, et il est disponible dans toutes les provinces. Encore une fois, il est couvert par les assurances dans certaines provinces, pas dans d'autres, ce qui complique un peu la donne. Et la technique de ce traitement, en fait, c'est de garder le système, en fait, d'utiliser de la pression pour que vous puissiez respirer. Donc, c'est un traitement un peu insolite, mais c'est très efficace. Donc, d'autres techniques sont, par exemple, assistance ventilatoire non invasive, ce qu'on appelle le bi-level PAP. C'est pour des patients qui n'ont pas une condition médicale trop complexe. Et puis, on a également la thérapie par appareil buccaux, et puis également des procédures chirurgicales, ORL notamment, maxillofaciales. Donc, on recommande toutes les stratégies possibles, dépendamment du type d'apnée. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en revue les différentes options et on prend une décision. Donc, les autres techniques pour gérer l'apnée obstructive du sommeil, donc, par exemple, il y a d'autres mesures complémentaires, par exemple, le contrôle du poids et réduire la consommation d'alcool aussi, réduire les cigarettes. Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent aggraver l'apnée du sommeil. Et puis, pour les personnes qui ont de la douleur chronique, ils utilisent des drogues parfois qui peuvent également empirer la situation de l'apnée du sommeil. Et c'est à discuter donc avec le patient. Donc, c'est l'essentiel du contenu que je voulais vous présenter. On a une bonne vingtaine de minutes devant nous et je serai heureux de répondre à vos questions parce que c'est peut-être la partie la plus dynamique. Alors, il y en a une des premières questions qu'on avait reçues. Alors, en passant, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez gérer les transpirations soudaines la nuit? Alors, une transpiration, ça peut être indicatif de beaucoup de choses, y compris le cancer. Donc, ça, déjà, il faut en parler avec le médecin de famille. Maintenant, par rapport à ce dont je parle, le sujet dont je parle ce soir, pour les femmes, un des facteurs principaux, c'est la ménopause chez les femmes, bien sûr. Et ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que la prévalence de l'apnée du sommeil augmente chez des femmes en ménopause pour toute une série de raisons. Donc, les femmes tendent à avoir moins d'apnée du sommeil quand elles ont moins de 50 ans et davantage après, à cause de la ménopause, justement parce que ça
modifie l'intégrité des tissus et donc ça les rend plus sensibles à- à- ça les rend plus sensibles. Donc, quand le corps réagit pour compenser le manque d'oxygène, on peut avoir également des épisodes de transpiration et on a une augmentation d'adrénaline, ce qui cause la transpiration. Donc, ça peut être lié, c'est-à-dire la transpiration, peut-être lié bien sûr à l'apnée du sommeil, mais également à d'autres, un concours de circonstances, notamment la ménopause chez les femmes. Donc, pour les personnes, autre question, les personnes qui doivent prendre des médicaments avant d'aller se coucher, doivent manger quelque chose avant de se coucher. Est-ce que ça peut contribuer, le fait de manger quelque chose, ça peut contribuer au problème de sommeil? Non, je pense que ça ne ferait aucune différence parce que la quantité d'aliments est minime pour prendre un médicament. Alors, euh, quand la personne roule d'un côté à l'autre donc pendant son sommeil, comment est-ce que l'on peut gérer ça? Alors, pour garder la personne sur le côté, souvent c'est ça, on donne un petit coup pour lui rappeler de se mettre sur le côté. Maintenant, quand la personne est sur le dos, elle tend à avoir davantage d'apnée, sur le côté, non, ça on le sait. Mais un des traitements, et ça c'est mon approche à la question, les personnes utilisent des balles de tennis et plein d'autres choses bizarres, mais c'est très utile d'utiliser un élément en mousse qui vous permet en fait de ne pas vous retourner sur le dos. Donc, ça pourrait être même un coussin dans le fond. Oui, oui, ça pourrait fonctionner aussi avec un coussin que vous placez pour ne pas vous retourner. Autre question, je me suis habituée à m'endormir avec la radio allumée. Comment est-ce que je peux éliminer cette habitude de dépendre d'un bruit blanc? Alors, pour arrêter l'habitude, on peut simplement arrêter. Mais le bruit blanc, par ailleurs, ce n'est pas nécessairement mauvais. On pourrait passer, par exemple, par transition de la radio à un autre bruit, mais si ça marche. Mais si la personne dit que ça ne fonctionne pas, mon point, c'est que si vous essayez la transition et que ça ne marche pas, il faudrait effectivement consulter votre médecin parce que c'est une situation qui devrait être discutée avec, que ce soit un chiropraticien, un naturopathe ou un médecin de famille, mais pour avoir une réponse appropriée suivant votre situation. Autre question? Je me réveille soit à 2 heures du matin, affolée, peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher. Quelle pourrait être la raison? Très bonne question. Et ça, c'est vraiment lié aux étapes du sommeil. La raison pour laquelle vous vous réveillez la nuit à la même heure exactement toutes les nuits, c'est que en fait, vos étapes de sommeil, vos cycles de sommeil déterminent votre sommeil. Et à la fin de votre cycle de sommeil, votre cerveau est plus susceptible à un réveil. Donc, à 2 heures du matin, vous avez généralement fini votre deuxième cycle de sommeil et vous rentrez dans votre cycle de sommeil profond. Donc, vous êtes plus susceptible entre les deux, c'est-à-dire entre les deux cycles d'être réveillé. Et alors, il faut souvent briser ces barrières d'un cycle à l'autre. Autre question, comment est-ce que l'on gère la douleur qui interrompt le sommeil? Alors ça, c'est très complexe, la relation entre douleur et sommeil. Je ne pense pas pouvoir répondre de façon exhaustive ici, mais au bout de la ligne, le sommeil et la douleur sont liés. Et ce qu'on fait dans nos contextes de travail, c'est que on demande aux patients atteints d'aller voir des spécialistes en thérapie cognitivo-comportementale. Et puis, on leur donne des stratégies pour mitiger les effets de la douleur sur le sommeil. Donc, réduire le niveau d'hyperactivité ou d'excitation.
Donc, du point de vue du médecin, on se concentrerait sur le contrôle de la douleur, par exemple. Donc, dormir avec de la méditation, est-ce que c'est bon? Absolument, oui, c'est une chose centrale qu'on fait avec les patients. On leur enseigne des techniques de respiration, de méditation et de pleine conscience. Ce sont vraiment une partie importante de ça. Je dois me lever souvent pour utiliser la toilette plusieurs fois par nuit. Je réduis les fluides après le souper. Moi, je me demande si c'est parce que mes jambes sont surélevées et c'est les fluides qui se libèrent de mon corps. Est-ce que je peux réduire ça? Quand on utilise la toilette, la nuit, beaucoup, donc limiter les fluides, bien sûr, c'est une solution très simple, mais ça peut ou ne pas fonctionner. Donc, les urinations fréquentes, il faut demander est-ce qu'ils dorment bien? S'ils vont aux toilettes et c'est un petit volume, c'est pas ça qui cause le réveil, c'est en fait qu'ils ne dorment pas bien. Donc, c'est un large volume d'urine, c'est qu'ils boivent trop et qu'ils ont trop de fluide en eux. Donc, d'être couché, oui, c'est vrai que ça augmente l'urine, mais si votre fonction rénale est normale, vous devriez pouvoir maintenir un équilibre en ne pas trop buvant en fin de journée. Donc, c'est un équilibre difficile, mais l'urination, l'émission fréquente sont parfois un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La personne, même si elle médite, elle se réveille souvent. Est-ce que c'est parce qu'elle se couche trop tôt? Donc, je devrais parler à la personne pour bien comprendre, mais c'est pas juste la méditation qu'il faut faire. Parfois, c'est la routine. Se coucher plus tard, c'est toujours mieux pour les personnes avec l'insomnie. C'est universel. Donc, peu votre heure de coucher, moi, je dirais 1 heure plus tard au moins, selon l'heure du coucher. Donc, ça, c'est une chose. Ça aide à ce que le sommeil soit plus profond. Et quand ils se réveillent durant la nuit, ils peuvent utiliser la méditation à ce moment-là pour se rendormir. C'est ce qu'on recommande. Beaucoup de personnes avec la spina bifida ont une peau insensible. On ne ressent pas la douleur souvent, mais ça nous réveille. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, approfondir l'état de sommeil. C'est une bonne question parce que on présume bon, qu'on ne va pas le ressentir, mais ce n'est pas vrai, ça peut nous réveiller. Alors, dans ce cas-là, ça approfondit l'état de sommeil pour mitiger votre réponse et aussi pour chercher, par exemple, si les signes comme le renflement et d'autres déclencheurs, ça peut être significatif dans cette population. Il y a une question sur le trazodone. Est-ce que c'est bon pour aider mon sommeil, pour m'endormir plus rapidement? Alors, la trazodone est utilisée comme un médicament non Valium pour le sommeil. C'est bon si on l'utilise pour la bonne population. On l'utilise beaucoup pour atteindre un état de sommeil plus profond chez certains individus qui souffrent de douleurs chroniques, de personnes avec stress post-traumatique. Je travaille beaucoup avec des soldats qui ont ça. Donc, on utilise la trazodone. Donc, si on utilise 50 mg, si ça améliore, si c'est pas assez, on peut pousser jusqu'à 100, 120 et ça aide. Et est-ce qu'on peut avoir une dépendance? Est-ce que ça peut créer une dépendance, ces médicaments? Donc, c'est controversé ce sujet, mais aucun des médicaments disponibles au Canada comme somnifères ne sont pas par définition quelque chose qui va créer une dépendance, mais c'est très rare. On peut
devenir insensible, mais ce n'est pas une dépendance. Dernière question. Peu importe ma routine, je vois que c'est toujours pire si je dors durant le jour. 9 fois sur 10, je me réveille avec un mal de tête. Je suis souvent devant mon ordinateur jusqu'à très tard. Donc, la question, c'est est-ce que l'ordinateur cause les problèmes de sommeil ou est-ce que c'est la maladie de la personne, comme l'hydrocéphalie, par exemple, qui fait qu'elle ne peut pas dormir? Non, pas du tout. Cette hydrocéphalie ne crée pas cet état d'hyperexcitation. Mais les ordinateurs, c'est vraiment un des plus gros problèmes, le plus gros problème qu'on a. Donc, je crois que la personne a dit qu'elle faisait une sieste. Oui, ça va l'affecter, mais l'ordinateur, oui, c'est une terrible habitude. Je comprends que les gens le font, qu'ils doivent le faire, que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, mais c'est très mauvais pour le sommeil. Alors, vous dites qu'il faut éteindre les appareils 15 minutes avant le sommeil ou un peu avant, à 6 heures du soir, 18 heures. Oui, quand les gens viennent ici, ils sont désespérés. S'ils ont besoin d'aide, il faut fermer l'ordinateur. Toute leur vie est devant l'ordinateur et c'est un comportement extrêmement malsain. Je le sais, j'ai travaillé avec des joueurs de jeux vidéo professionnels qui gagnent plus d'1 million par année. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, ces jeunes, ils souffrent beaucoup. L'ordinateur, c'est terrible. Je comprends à 100%, mais c'est vraiment difficile de briser cette habitude. Une autre question sur la mélatonine. Est-ce que c'est recommandé? Non. Donc, la mélatonine est utile pour les troubles circadiens ou les personnes qui s'endorment très tard, mais on l'utilise en combinaison avec d'autres traitements comme avec la lumière, mais l'utiliser seulement pour l'insomnie, ça ne fonctionne pas. C'est bon à savoir parce que je crois que plusieurs personnes ont utilisé la mélatonine. Alors, merci beaucoup, c'était très informatif. Nous avons des documents qu'on va partager avec tous les participants. Sur votre site, est-ce qu'il y a une liste de cliniques du sommeil? La Canadian Sleep Society, ils ont une carte de clinique du sommeil partout au pays. Parfait. Alors, la Société canadienne du sommeil. Merci beaucoup, on apprécie. Bonne soirée. Super présentation. Bye bye tout le monde.